Rebonjour. Alors, la dernière fois, on avait parlé des fragments FAB et des fragments FC qui avaient valu son prix Nobel à Rodney Porter. Vous savez que ces fragments FAB ne sont pas capables en fait de précipiter l'antigène. C'est important parce que ces fragments FAB, ce sont maintenant des produits qui sont utilisés pour le traitement de maladies, notamment de maladies auto-immunes, pour le traitement de dégénérescence de la macula, c'est ce que vous allez voir tout de suite apparaître ici, voilà. Fragments FAB donc utilisés en thérapeutique. Et maintenant, on va passer à autre chose, ce sont les fragments FAB'2. Alors, ces fragments FAB'2, ils ont été mis en évidence par Nizonov, et Nizonov a utilisé comme enzyme pour fabriquer des fragments d'anticorps, non pas la papaïne comme vous aviez vu tout à l'heure, mais il a utilisé comme enzyme en fait la pepsine. Voilà la pepsine qui va cliver en fait votre molécule d'immunoglobuline et faire principalement un grand fragment de masse moléculaire 95 000 avec des plus petits fragments de peptides. Ce fragment de masse moléculaire 95 000, qu'on appelle le fragment FAB'2, vous pouvez le dégrader de façon plus importante pour en faire finalement des fragments FAB'. Mais au départ, on obtient tout simplement des fragments FAB'2 qui sont des fragments en fait bivalents. Et quel est l'avantage de ces fragments bivalents? Ces fragments bivalents, lorsque vous les mettez en contact avec l'antigène, c'est-à-dire on fait la même expérience que ce que l'on avait fait avec les fragments FAB. Donc on va mettre l'antigène voilà, en contact avec le fragment bivalent, on va centrifuger et on va regarder ce que l'on trouve au fond du tube. Vous voyez le fond du tube qui apparaît là, il faut avoir une bonne vue. Et si on regarde à la loupe ce qu'il y a au fond du tube, contrairement au fragment FAB, cette fois-ci, vous voyez un précipité. Et pourquoi y a-t-il un précipité? Parce que le fait d'avoir un fragment bivalent, ça vous permet en fait d'établir un réseau entre antigènes et anticorps, et c'est bien ça qui précipite. Essayez de faire une chaîne comme ça avec un seul bras, vous aurez du mal. Il vous faut vos deux bras pour pouvoir faire la chaîne entre les molécules d'anticorps et les molécules d'antigènes. Alors, si on regarde bien ce qui se passe de plus près, ça c'est l'immunoprécipitation, vous voyez, fragment FAB', il y aura pu vous retrouver qu'un seul bras, à ce moment-là vous n'aurez plus de précipitation, il faut avoir vos deux bras, fragment FAB'2 pour l'avoir. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez fait deux expériences. Une où vous avez clivé votre molécule avec la papaïne et l'autre où vous avez clivé avec la pepsine. Alors, papaïne, ça vous donne FAB. Pepsine, ça vous donne FAB'2. Alors, si vous regardez bien, quelle est la différence? Je m'amuse. Hein. Quelle est la différence? C'est que les clivages se font au-dessus ou en dessous de ponts disulfure qui lient des chaînes des immunoglobulines, qui lient en fait les chaînes lourdes des immunoglobulines. Donc toute l'astuce est là, le clivage se fait au-dessus papaïne, en dessous pepsine, et vous avez des fragments qui sont FAB à gauche, FAB'2 à droite. Bien. Cette région où vous clivez au-dessus, en dessous, celle qui se trouve ici, c'est en fait une région importante, c'est ce qu'on appelle la région charnière. Et vous verrez qu'en fonction des différentes classes et sous-classes d'immunoglobulines, cette région charnière a plus ou moins de ponts disulfure et elle est plus ou moins souple. Ce qui fait que, en fonction de cette région charnière et en fonction de la souplesse
Vous avez des anticorps ici qui sont capables de faire en quelque sorte un grand écart parce que la région charnière est extrêmement souple. Par contre, il y a d'autres anticorps, d'autres sous-classes d'anticorps pour lesquels la région charnière est très rigide et les bras du Y s'ouvrent très peu. Ce qui fait que la distance entre lesquelles un anticorps va pouvoir lier deux antigènes, elle est différente suivant que vous êtes capable d'ouvrir largement les bras du Y ou pas. Donc cette région charnière, elle est importante, elle a un rôle. Alors on va aller maintenant un petit peu plus loin. On va combiner des méthodes biophysiques et des méthodes biochimiques pour découvrir qu'en fait, on a des chaînes lourdes et des chaînes légères. Alors là, celui qui a fait ça, c'est Gerald Edelman. Il a utilisé en fait l'urée 8M pour déplier la molécule. Il a réduit les ponts disulfure avec du mercaptoéthanol. Il a utilisé un agent alkylant pour que les chaînes ne puissent pas se reformer. Et ensuite, il a fait une gelfiltration. Donc, urée, réduction des ponts disulfure, ensuite agent alkylant. Et qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous allez voir? Voilà, au passage, vous voyez d'abord Gerald Edelman qui a eu le prix Nobel avec Rodney Porter. Donc là, il y a déjà eu Ehrlich qui a eu le prix Nobel. On a parlé de César Milstein, Georges Kohler, Edelman, Porter, tout ça autour des immunoglobulines. Ça fait beaucoup, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé deux pics. Ces pics consistent dans des chaînes qui ont, en gros, dans le premier pic, 50 000 de masse moléculaire. Ça, c'est dans le grand pic qui est ici. On a une masse moléculaire de 50 000. Et on va voir qu'on va trouver dedans ce qu'on appelle des chaînes lourdes, 50 000. Alors que dans le pic qui est à votre droite, la masse moléculaire est de 25 000. Et là, c'est ce que l'on appelle les chaînes légères. Et en fait, il apparaît que le nombre de chaînes lourdes et de chaînes légères a l'air d'être à peu près équivalent. Alors, on commence à avoir appris pas mal de choses. On a des fragments FAB, des fragments FAB'2, on a des chaînes lourdes, on a des chaînes légères. Comment on va réussir à assembler le pulse? Alors, l'assemblage du pulse, il s'est fait de la façon suivante. Vous avez ici un lapin. Voilà des immunoglobulines de lapin. Vous voulez essayer de savoir la structure de ces immunoglobulines. Alors, ce que vous allez faire, vous vous souvenez, et on va en reparler beaucoup, que les anticorps, ils ont une fonction de reconnaissance. Donc, cette fonction de reconnaissance, vous pouvez l'utiliser comme un réactif. Donc, vous allez fabriquer des réactifs pour essayer de reconnaître ou d'analyser cet anticorps de lapin. Peut-être très sympathique, le lapin. Alors, première chose, vous prenez ces immunoglobulines de lapin, vous préparez des fragments FAB et vous préparez des fragments FC. Vous allez injecter en fait ces fragments à une autre espèce animale, c'est-à-dire à une chèvre. Encore une fois, vous retrouvez tous les schémas sur le net. Donc, vous injectez les fragments FAB ici et vous fabriquez un réactif chez la chèvre, un anticorps en fait, qui va être capable de reconnaître ces fragments FAB. Vous injectez les fragments FC à une autre chèvre qui va vous fabriquer également un réactif, des anticorps, capable de reconnaître les fragments FC. Donc là, vous avez utilisé la chèvre comme fabrique de réactifs. Voilà les anticorps anti-FAB, voilà les anticorps anti-FC. Maintenant, les FAB, ils sont rouges. On va regarder ce qu'ils reconnaissent. Et on va regarder également ce que reconnaissent les fragments FC.
Ben, on s'aperçoit que les fragments FAB, en fait, ne sont capables de reconnaître les chaînes lourdes. Les fragments FAB, également, ils reconnaissent les chaînes légères. Donc, ça veut dire que dans les fragments FAB, il y a des chaînes lourdes et il y a des chaînes légères. Ensuite, les fragments FC, qu'est-ce qu'ils reconnaissent? En fait, ils ne reconnaissent que des chaînes lourdes. Donc, on a un petit peu réassemblé le pulse entre les chaînes lourdes, les chaînes légères, et on en arrive à un schéma qui est maintenant le bon schéma des immunoglobulines, où vous voyez que dans des immunoglobulines, il y a donc deux chaînes lourdes, deux chaînes légères, et au passage, quand vous faites le compte au tout départ, vous vous souvenez que sur certaines immunoglobulines, en fait, on avait démontré que la masse moléculaire était de 150 000. Maintenant, on sait qu'on a des chaînes légères de 25 000, des chaînes lourdes de 50 000. Ben, on fait, vous savez, comme dans des chiffres à des lettres, c'est ça? 25 000 plus 25 000 plus 50 000 plus 50 000, on a bien 150 000. Donc, deux chaînes légères de 25 000, deux chaînes lourdes de 50 000, ça fait 150 000. Enfin, on a la structure des immunoglobulines après le travail de 2 prix Nobel, au moins. Ici, vous avez l'endroit où va cliver la papaïne sur le schéma. Et ici, vous avez l'endroit où va cliver la pepsine, sur ou sont sous les ponts disulfure. Alors, toujours un petit peu plus compliqué maintenant, on va combiner des méthodes biophysiques, mais avec des méthodes biochimiques beaucoup plus fines, pour pouvoir analyser en fait les domaines des immunoglobulines, les régions constantes et les régions variables, les domaines des immunoglobulines. Alors, pour faire ça, d'abord, les méthodes que l'on utilise, c'est des cartographies de peptides. On digère les immunoglobulines en peptides. On fait des électrophorèses qu'on appelle bidimensionnelles. C'est des électrophorèses bidimensionnelles. Vous avez une première dimension où vous faites migrer en fonction du pH. Une seconde dimension où vous faites migrer en fonction de la masse moléculaire. Ça, c'est des méthodes qui sont utilisées, mais qui manquent un petit peu de finesse. Ensuite, vous allez pouvoir faire le séquençage de peptides ou de protéines. Et vous allez pouvoir faire, il y a une faute d'orthographe là, je pense, ici, mais bon, vous allez pouvoir faire de l'étude cristallographique par diffraction des rayons X pour approcher la structure tridimensionnelle. Alors, vous pouvez l'avoir aussi en anglais. Donc, ce sont des machines en fait extrêmement compliquées. Ici, dans cette faculté, dans le groupe d'Arnaud Ducrix et de Frédéric Dardel, ils font de la cristallographie et ils font de l'analyse structurale par diffraction des rayons X avec des machines qui doivent ressembler à celles-ci, qui sont des machines tout de même très complexes. Donc, des techniques biochimiques extrêmement fines. En utilisant ces techniques biochimiques, premier résultat, c'est que vous allez vous apercevoir qu'il y a des régions variables et des régions constantes. En fait, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les séquences d'acides aminés sur les chaînes légères et sur les chaînes lourdes d'un premier anticorps, d'un second anticorps, d'un troisième anticorps. Et vous allez comparer ces séquences d'acides aminés pour regarder ce qui se passe. Et vous allez voir qu'à l'intérieur des chaînes légères, à l'intérieur des chaînes lourdes, vous les avez vues apparaître d'abord en bleu et ensuite en rouge, il y a en fait des régions variables qui sont aminoterminales. Et ces régions variables aminoterminales, elles ont une longueur d'à peu près 110 acides aminés. Et à l'intérieur de ces régions donc variables aminoterminales, il y a des changements importants d'acides aminés d'une immunoglobuline à une autre. Donc,
grande variabilité de ces régions variables d'une immunoglobuline à une autre. Et derrière ces régions variables, vous voyez apparaître ici en jaune, d'autres régions. Sur les chaînes légères, elles font également à peu près 110 acides aminés. Sur les chaînes lourdes, vous avez plusieurs régions que l'on appelle des régions constantes qui vont faire toutes aussi à peu près 110 acides aminés. Mais là, d'une immunoglobuline à une autre, en fait, les séquences sont quasiment constantes. Donc, région variable, NH2 terminal, région constante, ici, carboxyterminal. Alors, ça, c'est sur la structure primaire des immunoglobulines. Maintenant, ça va nettement se compliquer. Ça va se compliquer et on va parler de ce qu'on appelle les zones d'homologie et les domaines. Alors, les zones d'homologie, ça concerne, comme on vient de le dire, la structure primaire des immunoglobulines, pour lesquelles on vient de dire qu'il y a des régions variables de 110 acides aminés qui sont ici en rouge, mais ensuite, il y a des régions constantes. Et ce qui est assez remarquable, c'est que dans ces régions constantes, il y a tout de même des zones d'homologie entre, par exemple, cette région constante ici, qui fait à peu près 110 acides aminés, et en fait une autre région constante ici. Il y a des similitudes. Il y a ce qu'on appelle des zones d'homologie entre cette région constante ici, sur la chaîne légère, et cette région constante ici, sur la chaîne lourde. De même, lorsque vous regardez sur la chaîne lourde 110 acides aminés, puis ensuite vous allez regarder les 110 acides aminés suivants, puis ensuite les 110 acides aminés suivants, vous constatez également qu'il y a des homologies entre cette zone de la chaîne lourde, celle-ci et celle-ci. Il y a à peu près 30% d'homologie entre une première zone d'homologie de la chaîne lourde et la seconde, la troisième, voire par moment, il y en aura même une quatrième. Donc à peu près 30% d'homologie entre ça, ça et ça. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a d'ailleurs plus d'homologie entre cette zone constante de la chaîne légère et cette première zone constante de la chaîne lourde. Il y a plus d'homologie entre ça et ça que d'homologie entre la première zone d'homologie sur la chaîne lourde et la seconde zone, ici. C'est un petit détail, mais bon. Alors, ça, c'était les zones d'homologie. Et ces zones d'homologie, ça concerne uniquement la structure primaire. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la structure secondaire. Vous savez que cette structure primaire, elle peut se mettre dans une conformation soit d'hélice alpha, soit de feuillet bêta. Alors maintenant, lorsque l'on va parler des immunoglobulines, ce qui nous intéresse, il n'y a pas d'hélice alpha. Les immunoglobulines, c'est composé avec des feuillets bêta. Donc on va regarder ce qui se passe de plus près sur ces feuillets bêta des immunoglobulines. Et on va parler maintenant autour de la structure secondaire ou de la structure tertiaire, puisque ces feuillets bêta vont pouvoir se mettre dans des conformations un petit peu différentes. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de ces feuillets bêta, au niveau de ces structures secondaires ou tertiaires, et on va s'apercevoir que les immunoglobulines forment ce que l'on appelle des domaines globulaires. Alors vous verrez apparaître tout à l'heure, en fait, des domaines fonctionnels. Pour l'instant, on est en structure secondaire et structure tertiaire, et on va parler uniquement de domaines globulaires. Alors, première chose, c'est que ces domaines globulaires, quand vous regardez, par exemple, ici, le domaine constant d'une chaîne lourde, ici, vous avez le domaine variable d'une chaîne lourde. Donc, ici,
Domaine variable d'une chaîne lourde, premier domaine constant, pardon, de chaîne légère, hein, VL, c'est léger. Je suis léger, donc je rectifie. Premier domaine variable d'une chaîne légère, premier domaine constant d'une chaîne légère. Vous voyez que vous avez bien en fait des feuillets bêta et non pas des hélices alpha. Vous voyez d'autre part que ces feuillets bêta sont composés de brins. Ces brins, ils sont ici. Et vous avez en fait 3 à 4 brins ici qui se composent un feuillet. Donc je répète, je vais lentement. Vous avez à l'intérieur de chaque domaine, domaine variable de la chaîne légère, domaine constant de la chaîne légère. À l'intérieur de chaque domaine, vous avez en fait des feuillets bêta. Vous allez vous apercevoir que dans chaque domaine, vous avez en fait 2 feuillets bêta. Ça va se mettre en place, j'ai beaucoup de schémas. 2 feuillets bêta. Et chaque feuillet bêta est composé en fait de 3 ou de 4 brins. Alors, arrangement des brins bêta. Voilà ici un domaine, voilà l'autre. On illustre. Voilà les feuillets bêta qui se mettent en place. Ça, c'était sur le domaine constant de la chaîne légère. Voilà les feuillets bêta qui se mettent en place pour le domaine variable de la chaîne légère. Et vous voyez que ces feuillets, en fait, sont composés de 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 ou 4 brins. Alors, ces 2 feuillets sont reliés en fait par un pendisulfure. Ici, il y a des régions qui sont intéressantes, qui sont les régions hypervariables. On va en reparler tout de suite. Et quand vous regardez comment ça se passe, alors il faut suivre vite. Voilà. Comment se replie votre chaîne d'immunoglobuline. Elle fait un chemin qui est un petit peu complexe. D'accord? Donc ça, c'est ce qui s'est passé ici. Vous venez d'assister au repliement d'un feuillet, voilà, avec les brins, autre feuillet. Donc vous avez un premier feuillet ici, un second feuillet là, et vous avez, pour relier ces 2 feuillets, un pendisulfure. Alors ce qui est de caractéristique, à l'intérieur de chaque domaine, on va revenir en arrière. Ce qui est caractéristique à l'intérieur de chaque domaine ici, vous en avez un domaine là, un domaine. Ce qui est caractéristique, c'est d'autre part ces feuillets, 2 feuillets à chaque fois, 2 feuillets à chaque fois, de 3 ou 4 brins. Et ce qui est caractéristique, c'est que dans chacun de ces domaines, avec 2 feuillets, pour relier ces 2 feuillets, vous avez un pendisulfure. Alors je reviens, je vais volontairement lentement parce que c'est un petit peu compliqué, mais ça va se mettre en place. On a parlé par exemple, sur la chaîne légère, de régions variables. Voilà la région variable, de régions constantes sur la chaîne légère. Voilà la région constante. Ensuite, on a dit qu'il y avait des zones d'homologie. Ça fait 110 acides aminés. Ça fait à peu près 110 acides aminés. On a vu que ces zones d'homologie, en fait, lorsqu'on les regardait leur structure secondaire ou tertiaire, chaque zone d'homologie compose un domaine globulaire. Chaque zone d'homologie compose un domaine globulaire. Chaque domaine globulaire est composé de 2 feuillets bêta. Et chaque feuillet bêta est relié par un pendisulfure. Ce qui veut dire, si je viens de A à Z, qu'à l'intérieur de chaque zone d'homologie, j'ai un pendisulfure. Et en fait, ce pendisulfure fait une boucle d'à peu près, entre les acides aminés, d'à peu près 60 acides aminés. On reverra ça tout à l'heure.
Alors, vous avez deux façons de vous représenter ça. Il y en a qui représentent ça un petit peu en disant, voilà, c'est comme un sandwich dans lequel il y a deux tranches, c'est pas très élégant je trouve, deux tranches de pain et dans lesquelles vous mettez un pic qui est le pont disulfure pour que ça soit comme ça. Ça manque un petit peu de poésie. Moi, je préfère cette représentation-là qui est sur le repliement des immunoglobulines. Alors, ici, vous avez un domaine de chaîne légère, variable de chaîne légère. Vous avez vu qu'il y a 3 ou 4 en fait brins, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une chaîne légère, vous avez en fait 7 brins. Pour un domaine de région variable de chaîne lourde, vous aurez 8 brins. Mais ces brins, ils font un petit peu comme les lattes d'un tonneau. C'est-à-dire que votre domaine de chaîne légère, ici, mais ça sera la même chose, on le verra, pour un domaine variable de chaîne lourde, pour des domaines constants. Chaque domaine, ça vous forme un espèce de petit tonneau avec les feuillets de chaque domaine qui sont un petit peu comme les feuilles de bois. Je ne savais pas, j'ai appris l'année dernière que ces feuilles de bois, ça s'appelait des douves. Et un tonneau, c'est fait de feuilles de bois, de douves. Les immunoglobulines, c'est pareil. Alors, pour l'instant, vous étiez donc à des domaines globulaires et on en était uniquement à la structure secondaire ou tertiaire des immunoglobulines. Maintenant, on va passer en structure quaternaire. Pourquoi on va passer en structure quaternaire? Parce que tout simplement, structure quaternaire, ça veut dire que vous allez avoir un assemblage dans l'espace de 2 chaînes peptidiques. Et là, pour une immunoglobuline, vous avez forcément un assemblage dans l'espace de 2 chaînes et même de 4 chaînes en fait peptidiques, puisque vous avez 2 chaînes légères et 2 chaînes lourdes. Alors, on va regarder ça. D'abord, on va regarder une par une les différents domaines globulaires. Voilà, on passe par la fin. Ça, c'est une chaîne lourde. Quand il y a H, c'est lourde pour heavy. Donc, une chaîne lourde, vous avez un premier domaine globulaire, donc un petit tonneau là. Okay. Ensuite, ça c'est une région variable. Ensuite, vous avez un second petit tonneau, un second domaine globulaire qui est la première région constante de la chaîne lourde, puis une seconde région constante de la chaîne lourde et une troisième région constante de la chaîne lourde. Ensuite, vous voyez là apparaître une chaîne légère. Ici, la région variable de la chaîne légère. Ici, la région constante de la chaîne légère. Il faut que vous doubliez ça. Ici, c'est chaîne légère en vert et ici, chaîne lourde. Vous avez votre immunoglobuline et vous avez vu apparaître les uns après les autres les différents domaines en fait globulaires. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit apparaître? La fameuse région charnière dont on a parlé tout à l'heure, qui est importante. Hein, elle est ici. Vous voyez apparaître aussi quelque chose d'intéressant, c'est les chaînes sucrées qui sont donc dans le fragment FC et qui sont entre les régions constantes des chaînes lourdes. Donc, voilà. Alors, ici, vous avez un domaine variable de la chaîne légère, un domaine constant de la chaîne légère. Ça, ce sont des domaines, en fait, globulaires. Ici, à nouveau, domaine globulaire. C'est une autre représentation. Il y en a plein que vous pouvez trouver, mais c'est pour bien vous mettre dans l'idée, c'est domaine globulaire. Et maintenant, on passe à la structure quaternaire et on va parler non plus de domaine globulaire, mais on va parler de domaine fonctionnel. Alors, domaine fonctionnel. Regardez, dans l'espace, ici, vous avez un domaine globulaire, ici, qui correspond à la région variable de la chaîne légère.
Ici, un domaine globulaire qui correspond à la région constante de la chaîne légère. Ici, un domaine globulaire qui correspond à la région variable de la chaîne lourde. Et ici, un domaine globulaire qui correspond à la région constante de la chaîne lourde. Ce qui se passe, ça c'est vraiment en proximité, ça aussi, c'est que les deux domaines globulaires ici vont former en fait un premier domaine fonctionnel de l'immunoglobuline. Donc ça, c'est un domaine fonctionnel correspondant aux régions variables. Et ici, vous avez un autre domaine fonctionnel qui correspond à la première région constante, soit de la chaîne légère, soit de la chaîne lourde. Donc deux domaines globulaires, ça vous fait un domaine fonctionnel. Alors ici, même chose, vous avez le second domaine constant des immunoglobulines, le troisième ici. Ben, ça va vous faire un second domaine fonctionnel correspondant à des régions constantes, et ici un troisième domaine fonctionnel. Ça va? Alors, ici, c'est d'autres représentations, donc domaine fonctionnel. Alors maintenant, vous reprenez l'immunoglobuline entière. Là, vous l'avez entièrement. Ici, un premier domaine fonctionnel correspondant aux régions variables. Ici, autre domaine fonctionnel correspondant à la première région constante. Deuxième, troisième. Ça s'est mis en place. Domaine fonctionnel. Autre représentation dans l'espace. Alors, ici, les FAB, ça correspond en fait à un domaine fonctionnel variable, premier domaine fonctionnel constant, voilà, FAB, et ensuite vous aurez les fragments FC qui correspondent à ça. C'est un domaine fonctionnel, le second domaine fonctionnel de la région constante et le troisième domaine fonctionnel de la région constante. Alors, à chaque fois, cette fois-ci, vous voyez le haut de l'écran, donc c'est pratique. À chaque fois, je vous rappelle que c'est important parce que vous avez déjà vu tout à l'heure des anticorps monoclonaux. Vous verrez que des anticorps monoclonaux, on a fabriqué d'abord des anticorps murins, puis ensuite on a essayé de faire des anticorps que l'on appelle des anticorps chimériques. La chimère, voilà ce que ça donne, une chimère. Alors là, il y en a deux, mais je ne sais jamais dans l'ordre si c'est celle d'Arezzo ou celle de Florence, parce qu'il y a deux chimères. C'est une tête de lion, il y a une queue de serpent aussi. Et là, une chimère, c'est que vous allez en fait garder la tête de l'anticorps, c'est-à-dire les régions variables, qui vont être les régions murines. Et ensuite, donc ça, vous gardez uniquement dans votre chimère homme-souris ou souris-homme, vous gardez uniquement un domaine fonctionnel qui correspond aux régions variables, et tout le reste, ce sont des domaines fonctionnels d'origine humaine correspondant aux régions constantes. Le premier, le second, le troisième. Donc, pourquoi j'insiste énormément sur la structure des anticorps? C'est parce que vous pourrez expliquer maintenant ce qu'est un anticorps chimérique. Voilà ici, j'ai redessiné les différents domaines fonctionnels ici sur ce schéma-là, que vous voyez apparaître. Et des anticorps chimériques, il y en a qui sont sur le marché depuis 1994, donc ça a 14 ans. Et ici, vous avez par exemple deux anticorps chimériques dont on reparlera. Il y en a un qui est pour inhiber l'agression plaquettaire, le Réopro. Et un autre dont on va encore beaucoup plus parler, un anticorps contre le TNF-alpha. Voilà le Réopro. Donc vous vous êtes ennuyé pour essayer de comprendre la structure des immunoglobulines, mais là vous avez la récompense. Vous voyez les médicaments qui apparaissent. Donc Réopro, ici, c'est bien un fragment FAB. Donc c'est utile de savoir à nouveau ce qu'est un fragment FAB.
et d'un anticorps en fait chimérique. Et maintenant, vous comprenez ce qu'est une chimère avec ses domaines fonctionnels, variables ou constants. Voilà. C'est utile, hein? Ça réduit, c'est les gens qui en fait on leur a posé souvent un stent pour un problème cardiaque et ça évite que l'artère se rebouche après l'intervention chirurgicale. Alors, autre sujet qui est intéressant, c'est les méthodes d'études immunologiques. Tout à l'heure, vous avez déjà vu avec le sympathique lapin qui est apparu, les chèvres aussi qui nous ont servi tout à l'heure à fabriquer des réactifs. Vous avez vu que pour étudier la structure des anticorps, on va utiliser comme réactifs les anticorps eux-mêmes. Donc, ce sont des méthodes d'étude immunologiques puisqu'on utilise l'outil anticorps, l'outil immunologique pour étudier la structure des anticorps. Et en fabriquant ce type d'anticorps, par exemple en injectant des anticorps humains à un lapin, on va demander à ce lapin de fabriquer des anticorps qui vont me servir de réactifs pour analyser ce qui se passe à la surface de l'immunoglobuline humaine. Donc, anticorps humain, vous allez injecter cet anticorps humain au lapin pour qu'il vous fabrique des réactifs. Donc maintenant, voilà l'anticorps de lapin qui est apparu et il vous a fabriqué un réactif et vous allez voir comment ce réactif reconnaît un antigène particulier, celui que vous voulez étudier, qui est l'anticorps humain. C'est une gymnastique de l'esprit là, hein. On va bien. Cet anticorps que vous avez fabriqué chez le lapin, il peut reconnaître différents sites antigéniques, différents épitopes, différents déterminants antigéniques et les premiers types de déterminants antigéniques, de sites antigéniques que peut reconnaître votre anticorps de lapin sur une immunoglobuline humaine, c'est ce que l'on appelle les déterminants isotypiques. Iso, ça veut dire le même en grec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces déterminants isotypiques? Ça veut dire que chez n'importe lequel d'entre vous, si je vais regarder chez chacun d'entre vous vos immunoglobulines, je trouverai sur vos immunoglobulines le même site antigénique. Ça veut dire que quelque part dans l'immunoglobuline, j'ai exactement la même séquence d'acides aminés dans une région particulière, dans ce qu'on appelle le site, le déterminant isotypique. Donc là, j'ai reconnu à l'aide de mon outil immunologique, à l'aide de mon anticorps de lapin, j'ai reconnu en fait une région particulière de l'anticorps, qui est cette région ici en vert. Cette région particulière, c'est la même chez tout le monde. On a tous les mêmes déterminants isotypiques. Ce qui fait au passage que j'ai été obligé de fabriquer mon réactif pour reconnaître ce déterminant isotypique de l'homme. J'ai été obligé de le fabriquer chez le lapin parce que, en fait, puisqu'on a tous la même déterminant isotypique, ça veut dire que si j'avais essayé de rester dans la même espèce humaine, lapin, singe, que vous voulez, si je reste dans la même espèce pour essayer de déterminer ou de fabriquer un réactif pour reconnaître un déterminant isotypique, ça ne marchera pas. Parce que vous n'allez pas fabriquer des anticorps contre une région que vous avez vous-même. Donc vous êtes obligé de changer d'espèce pour reconnaître ces déterminants en fait isotypiques. Alors que, en fait,
À côté des déterminants isos, le même, vous avez des déterminants allos, c'est-à-dire les déterminants allotypiques. Alors là, qu'est-ce que je fais? Là, vous notez au passage que j'étudie un anticorps de lapin et que je vais étudier cet anticorps de lapin en fabriquant un réactif chez le lapin, que je n'aurais pas pu faire tout à l'heure. Alors là, pareil, je veux étudier un anticorps de lapin, j'injecte l'anticorps de lapin en restant dans la même espèce à un autre lapin, et cette fois-ci, je reconnais une région qui est aussi, au passage, ce n'est pas mis par hasard ces endroits-là, c'est-à-dire ces régions qui sont isotypiques ou allotypiques sont principalement sur les régions constantes des immunoglobulines. Donc là, je suis en train de scanner quelque part à l'aide de mes réactifs anticorps, je suis en train de scanner en fait les acides aminés qui sont sur les régions constantes des immunoglobulines. Là, j'ai fabriqué un réactif qu'on appelle un réactif qui est dirigé contre un déterminant allotypique. Et le propre des déterminants allotypiques, c'est d'être présent chez les individus, chez certains individus d'une espèce, mais pas chez tous les individus. C'est-à-dire que si je vais regarder certaines régions de vos immunoglobulines, je vais tomber en regardant sur des régions qui ne sont pas les mêmes chez la jeune fille qui a une écharpe rose là devant que chez la jeune fille qui a une écharpe derrière rouge. Rose et rouge, ils n'ont pas sur leur immunoglobulines les mêmes régions, les mêmes déterminants allotypiques. Ce qui fait que ce lapin-là, il n'a pas les mêmes déterminants allotypiques que le lapin d'où viennent ces immunoglobulines-là, donc j'ai pu rester dans la même espèce. Donc là, on a repéré, en scannant toujours avec des outils d'études immunologiques, on a pu repérer qu'il y a des zones, en fait, il y a des déterminants qui ne sont pas les mêmes, en fait, d'un individu à l'autre. Alors, la transmission, en fait, génétique de ces déterminants allotypiques suivent, en fait, les lois mendéliennes, avec chaque allèle donc, qui code pour une séquence particulière d'immunoglobulines, chaque allèle qui est codominant. Ici, vous avez des lapins, alors ça a des noms, c'est les allotypes, on les appelle D11, D12. Vous êtes codominant, et il suffit qu'il y ait un allèle qui s'exprime, vous aurez certaines immunoglobulines qui auront la séquence correspondant au déterminant allotypique de l'allèle. Alors, vous dites, il y a des régions variables. S'il y a des régions variables, ça doit forcément changer de séquence d'acides aminés d'une immunoglobuline à une autre. Et il doit y avoir des déterminants qui sont beaucoup plus variables que ces déterminants allotypiques qui étaient plutôt du côté de la région constante. Si ces déterminants allotypiques sont du côté de la région constante, c'est qu'il n'y en a pas tout de même des milliers. Alors que des régions variables, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, des millions de régions variables différentes. Et vous dites, ça correspond peut-être, certainement pas à des déterminants isotypiques, puisque ça, c'est les mêmes pour tout le monde, pas des déterminants allotypiques, mais ça correspond en fait à des déterminants qu'on appelle idiotypiques, ni isotypiques, ni allotypiques, mais idiotypiques. Alors là, il y a une petite subtilité dans ces déterminants idiotypiques. Vous faites chez le lapin, toujours. Anticorps de lapin, vous l'injectez à un autre lapin. Alors, vous auriez pu faire un déterminant, au passage, on n'a pas changé de technique, vous pouvez avoir fabriqué là, un déterminant ou un anticorps capable de reconnaître un déterminant allotypique. Là, je vous dis, voilà, vous avez fabriqué une nouvelle catégorie de réactifs, des anticorps qui reconnaissent des déterminants idiotypiques. Vous voyez que là, c'est une région qui est une région variable. Vous avez fabriqué ce réactif qui reconnaît cette région variable. Vous me dites, oui, mais qu'est-ce qui prouve que ce réactif-là,
il n'a pas reconnu en fait un déterminant allotypique que personne ne connaissait avant. Alors, pour ça, pour faire la démonstration que vous avez bien fabriqué un anticorps dirigé contre un idiotype et non pas contre un allotype que vous ne connaissiez pas, vous allez faire l'expérience qui est toute simple. Vous avez votre lapin là, et avant de fabriquer quoi que ce soit, chez ce lapin-là, vous, avant de l'injecter, encore une fois, vous prenez son sérum. Vous avez ce qu'on appelle le sérum préhumain. Dans le sérum préhumain de ce lapin, vous avez des immunoglobulines qui portent dans le sérum tous les allotypes, puisque dans le sérum, vous avez tous les anticorps qui sont là, tous les allotypes du lapin. Donc, dans le sérum préhumain, vous avez l'allotype ici qui est là. Le lapin, vous l'injectez, donc vous l'injectez avec un anticorps qui est dirigé contre un antigène. Vous voyez ici la région variable de cet anticorps. Donc cet anticorps, vous l'injectez. Pour ce lapin-là, cet anticorps est un antigène. D'accord ? Le lapin dont vous avez pris soin au préalable de prendre le sérum, il va vous faire des anticorps contre celui-ci. Donc, vous avez injecté, il va vous faire des anticorps et il peut vous faire deux types d'anticorps. Vous l'avez injecté, il peut vous faire des anti-allotypes ou il peut vous faire des anti-idiotypes. Alors, comment savoir si ce que vous venez de fabriquer chez votre lapin ici, c'est un anti-allotype ou un anti-idiotype? Alors, je m'aperçois qu'il y a une petite erreur là qu'il faudra que je corrige, parce que c'est le même lapin là. Alors, pour savoir si j'ai un anti-allotype ou un anti-idiotype, en fait, je regarde cet anticorps que je viens de fabriquer. Est-ce qu'il reconnaît uniquement l'idiotype ou est-ce qu'il reconnaît le sérum préhumain? Si cet anticorps que je viens de fabriquer reconnaît bien ici l'AB1, celui-ci, mais ne reconnaît pas le sérum préhumain, voilà, il ne reconnaît pas, c'est qu'il est bien dirigé contre l'idiotype et pas contre l'allotype. Donc ça a été utile de récolter d'abord le sérum préhumain pour regarder que bien cet anticorps-là est bien dirigé contre l'idiotype. C'est un jeu d'esprit là. Alors au passage, je ferai une correction parce que je ne change pas de lapin. Alors, un petit peu plus loin maintenant, hétérogénéité, je vous ai dit, il y a des régions variables. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va regarder de beaucoup plus près ces régions variables. Donc, on s'intéresse uniquement à ces régions qui sont aminoterminales, sur la chaîne lourde ou sur la chaîne légère. On va regarder de plus près et on va s'apercevoir que dans ces régions variables, il y a en fait ce que l'on appelle des régions hypervariables. Les régions hypervariables, donc là ici vous partez de 1, vous êtes à peu près ici à 110, et vous voyez que dans les régions variables des chaînes légères ou les régions variables des chaînes lourdes, il y a 3 zones ici qui sont beaucoup plus foncées, qui sont des régions dans lesquelles il y a une très très grande variabilité d'une immunoglobuline à une autre. Ce sont des régions qui sont extrêmement importantes, ces régions hypervariables. Et entre ces régions hypervariables, il y en a 3 donc dans ces régions variables, il y a ce que l'on appelle des régions charpentes. Donc, à l'intérieur de ces régions variables, il y a des régions hypervariables. Ici, vous les revoyez. Ces régions hypervariables, elles ont un autre nom, c'est ce qu'on appelle les régions CDR. CDR, c'est pour Complementary Determining Regions. Vous verrez pourquoi on les appelle comme ça. D'accord? Donc, vous avez 3 régions hypervariables et entre les deux,
vous avez ce qu'on appelle des régions charpentes, qu'on appelle des régions FR, Framework, charpente. Donc ici, 3 régions hypervariables, régions charpentes. Au passage, vous avez tout de même un endroit où il n'y a jamais aucune variabilité dans les régions variables des immunoglobulines, c'est l'endroit où vous avez les 2 cystéines du pont disulfure. Ça ici, elles sont toujours là, elles sont toujours au même endroit, ça ne bouge pas. Mais donc, région hypervariable, région charpente, 2 positions qui sont constantes correspondant en fait au pont disulfure. Là, vous avez une autre représentation parce que ça aussi, ce n'est pas uniquement des petits dessins, ça a des conséquences pratiques. C'est-à-dire derrière, il y a des médicaments qui sont conçus pour correspondre à des régions en fait notamment hypervariables. Alors là, vous avez vos 110 acides aminés et vous regardez d'une immunoglobuline à une autre, quelle est la variabilité d'acides aminés d'une immunoglobuline à une autre. Là, vous voyez qu'il y a des régions où ça change un nombre de fois considérable, puis d'autres où ça change très peu de fois. Donc là, vous avez une première région hypervariable, une seconde, et une qui est la plus importante, qui est la troisième région hypervariable, CDR3. Alors, ici, vous avez vos feuillets d'immunoglobulines, vous avez des brins, et vous allez vous apercevoir que, en fait, les régions charpentes, ça correspond plutôt aux brins, et que, en fait, les régions, alors vous les voyez se mettre en place là, première région hypervariable, seconde région hypervariable, troisième région hypervariable. Et ces régions hypervariables correspondent en fait aux boucles qui se font entre les brins. Vous vous souvenez tout à l'heure le schéma où ça partait dans tous les sens, ça faisait des boucles, ça tournait à droite, à gauche, etc. C'était un véritable gymkhana de l'immunoglobuline. Il y a des tournants qui se font et ces boucles ici, ça correspond bien aux régions hypervariables. Et encore une fois, la plus importante, c'est vraiment la région CDR3. Vous la voyez ici mise en beaucoup plus gros. Donc, région variable, région hypervariable. Un petit mot sur le site de localisation. En fait, le site de localisation de l'antigène. Pourquoi c'est si important de parler de ces régions hypervariables, de la région CDR3? Si vous regardez ici l'immunoglobuline telle que vous l'avez déjà vue, en fait, ces régions hypervariables, comme par hasard, ces boucles, vous les retrouvez où? Vous les retrouvez à l'extrémité des régions variables des immunoglobulines. Et vous allez vous apercevoir que tout naturellement, une fois que vous voyez ça, vous dites, oula, si ça se trouve ici, les régions hypervariables, c'est qu'elles vont avoir un rôle important dans la liaison de l'anticorps avec l'antigène. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire quand on va maintenant regarder quelle est la nature du site de liaison de l'anticorps à l'antigène, où se trouve ce site de liaison? Il se trouve justement à l'extrémité de l'immunoglobuline où vous avez ces régions CDR, ces régions hypervariables. Vous les retrouvez ici, quand je vous disais qu'elles correspondaient aux boucles. Sur le schéma, là, on regardait comment ça se passait, elles sont là, les régions hypervariables. Alors, pourquoi c'est important à nouveau? Maintenant, on a déjà parlé des anticorps chimériques. On avait parlé la dernière fois, on avait parlé des régions des anticorps humanisés. Vous regardez les anticorps humanisés, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais tout ce que vous gardez d'origine murine, c'est tout simplement, en fait, les régions hypervariables des immunoglobulines murines.
Vous pouvez ensuite changer tout votre anticorps et mettre un anticorps humain. Vous avez gardé en fait ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le site de liaison de l'anticorps à l'antigène. C'est ce que l'on va voir un petit peu plus loin. Ici, la liste de tous, c'est pour stimuler votre intérêt, la liste de tous les anticorps humanisés. Tout à l'heure, ils apparaissent par ordre chronologique. Et là, si vous vous souvenez le schéma de tout à l'heure, on en avait deux simplement qui étaient les anticorps chimériques que vous retrouvez ici. Alors là, c'est les anticorps qui sont hors traitement du cancer. Vous allez voir d'autres tableaux où vous allez avoir toute la série d'anticorps qui sont utilisés pour le traitement du cancer. Mais là, c'était simplement pour vous illustrer qu'à côté des anticorps chimériques, vous êtes passé aux anticorps humanisés, et on verra plus tard qu'on est passé à des anticorps entièrement humains. Mais vous voyez, au cours du temps, anticorps entièrement murins, puis des chimériques, on a gardé en fait le domaine fonctionnel variable, puis humanisé uniquement les régions CDR, puis ensuite on va passer à entièrement humain. Voilà, vous avez progressé. La prochaine fois, on redémarrera de la structure du site anticorps, ce qui est tout à fait intéressant. Bonne matinée.